Yo les ferrovipates! Avez-vous déjà remarqué les voûtes uniques ou les stations mystérieuses du métro parisien? Bien plus qu'un simple moyen de transport, c'est un monde à part entière. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Le métro parisien, véritable colonne vertébrale de la capitale, est bien plus qu'un simple moyen de transport. Inauguré en 1900 pour l'Exposition universelle, il symbolise depuis plus d'un siècle le dynamisme et l'ingéniosité d'une ville en constante évolution. Avec ses 16 lignes, ses 303 stations et des millions de voyageurs transportés chaque jour, il est le reflet d'une métropole vivante et connectée. Mais derrière ce réseau qui semble si familier se cachent des défis historiques, techniques et sociétaux qui continuent de façonner son avenir. Aujourd'hui, nous allons explorer les enjeux passés, présents et futurs du métro parisien, un acteur clé dans la mobilité et le quotidien des Parisiens. Comment a été construit le métro? Quels sont ses secrets? C'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Au milieu du 19e siècle, la ville de Paris, alors en développement, manque terriblement de moyens de transport et devient paralysée en raison de l'inefficacité des moyens de transport de l'époque. De nombreux projets sont donc proposés. L'État veut construire un réseau à grand gabarit reliant les grandes gares ferroviaires entre elles, tandis que la ville, qui s'oppose aux grandes compagnies ferroviaires, souhaite construire un réseau local à petit gabarit, limité à Paris intramuros avec des stations très rapprochées. Il a finalement été décidé en 1895, avec l'approche de l'Exposition universelle de 1900, de construire un réseau souterrain électrique à petit gabarit. Les travaux de construction de la première ligne de métro commencent en 1898. Ils durent 18 mois. Et ça sera Fulgence Bienvenu, ingénieur des ponts et des chaussées, qui supervisera la construction du réseau métropolitain. La première ligne du métro ouvre ses portes le 19 juillet 1900. Entre Porte de Vincennes et Porte Maillot, pour desservir les Jeux olympiques de 1900 qui avaient lieu au bois de Vincennes. Très vite, le métro connaîtra un grand succès. 6 mois après son ouverture, il a transporté près de 16 millions de voyageurs. Avec le succès de la ligne 1, d'autres lignes de métro sont aussitôt mises en chantier. Mais le métro parisien a connu un drame 3 ans après son ouverture. À la station Barbès, une rame de la ligne 2 Nord commence à prendre feu. L'incendie est ensuite maîtrisé par le conducteur, puis la rame Nero 43 défaillante, dépourvue de voyageurs, est remorquée par une autre. Cependant, en arrivant à la station Couronne, un court-circuit provoque un incendie. Les rames de l'époque étant construites en bois, le feu s'est vite propagé sur la rame précédente et la station se retrouve envahie par la fumée et la pénombre. Certains voyageurs réussissent à sortir de la station. D'autres personnes se sont enfuies dans le tunnel pour rejoindre les stations voisines et d'autres, ne savant pas où aller, se sont entassés sur le mur opposé à la sortie et meurent asphyxiés. Malgré l'ampleur des flammes, des personnes refusaient de descendre en attendant le remboursement de leur ticket. Le bilan s'élève à 84 morts et il s'agit à ce jour de l'accident le plus meurtrier du métro parisien. Des mesures drastiques ont ensuite été prises. Sectionnement du circuit électrique, éclairage des tunnels, abandon des rames en bois au profit des rames entièrement métallisées, les Sprague Thomson. Le réseau était géré par la CMP, Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris. Celle-ci exploitait la quasi-totalité du métro. La compagnie concurrente Nord-Sud est ensuite apparue en 1902 en faisant construire les lignes A, B et C qui sont aujourd'hui devenues les lignes 12 et 13 et en les exploitant. La compagnie Nord-Sud a une architecture de stations différentes. Les stations Nord-Sud ont une voûte plus large et ont un monogramme NS inscrit sur les cadres de publicité et les panneaux de station, accompagnés de motifs de vagues dans les couloirs. En 1931, la Nord-Sud est absorbée par sa concurrente, la CMP, avant que cette dernière ne disparaisse avec la création de la RATP en 1949. Mais au-delà de ses origines fascinantes, le métro cache aussi des mystères qui font son charme. Il existe des stations fantômes dans le métro parisien. Et oui, vous avez bien entendu, il existe des stations fantômes dans le métro. Elles sont fermées au public depuis de nombreuses années. Parmi ces stations, on retrouve les stations Croix-Rouge, Arsenal ou encore Axo, qui n'a jamais été ouverte au public. Le métro parisien compte plus de 14 stations fantômes, certaines aménagées comme Porte des Lilas, Cinéma qui est devenu un plateau de tournage de films et de publicité, ou Martin Nadeau,
qui a fusionné avec la station Gambetta. Il a également existé une voie des finances dans le métro de Paris. Il servait à transporter les recettes de la RATP dans des coffres-forts situés dans les caves du siège social situé quai de la Râpée jusqu'en 1967. Le lapin du métro parisien, nommé Serge, est un lapin anthropomorphe qui est apparu en 1967 et il est une mascotte du métro. Il a été créé par la dessinatrice Anne Le Lagadec et a subi de nombreuses modifications au fil du temps. Il a existé une première classe dans le métro. Elle coûtait 25 centimes de francs. Les voitures de première classe disposaient de sièges plus confortables et étaient moins bondées en heure de pointe. La distinction entre première et seconde classe reflétait les différences sociales. Par conséquent, les classes ont été supprimées dans les années 1990 dans un contexte d'égalité et de simplification. La station Danube sur la ligne 7 bis est assez particulière puisque celle-ci a été construite sur d'anciennes carrières de gypse. Elle est maintenue par des piliers. La boucle de Villiers, aussi appelée boucle Van Dyck, située sur la ligne 3, a servi au retournement des trains de 1904 à 1910. Elle est tombée en désuétude et sert aujourd'hui de cimetière de métro. C'est un terrain préféré des passionnés de métro car il y aurait des rames Sprague-Thompson abandonnées dans cette boucle. Après ces anecdotes fascinantes, regardons maintenant vers l'avenir avec un projet qui redéfinit la mobilité en Île-de-France, le Grand Paris Express. Le Grand Paris Express est un projet de grande envergure. Il est constitué de 4 lignes de métro automatiques en construction, lignes 15, 16, 17 et 18, et du prolongement de 2 lignes existantes, lignes 11 et 14. Ce projet de 35 milliards d'euros augmentera de 200 km le réseau et il y aura 68 nouvelles stations. Il a pour objectif de mieux desservir les banlieues sans avoir à passer par Paris intramuros, car la plupart des trajets banlieue-banlieue passent point par le centre de Paris, ce qui cause des encombrements. Il permettra aussi de relier les grands pôles économiques, scientifiques et résidentiels et de faciliter les déplacements en banlieue. Par exemple, une personne habitant à Clichy, Montfermeil, pourra se rendre à la Défense en moins d'une demi-heure, au lieu de plus d'une heure actuellement. Il permettra également de réduire l'utilisation de la voiture en proposant une alternative rapide et efficace. Le métro parisien, avec son histoire et son réseau complexe, reste une pièce maîtresse de la mobilité en Île-de-France. Depuis ses débuts en 1900 jusqu'aux défis contemporains comme le Grand Paris Express, il a su évoluer pour répondre aux besoins de millions de voyageurs. Ce système de transport, qui allie patrimoine et innovation, continue de structurer la ville et de dessiner les contours du Paris de demain. Face aux enjeux environnementaux, technologiques et démographiques, le métro parisien n'est pas seulement un outil pratique, mais un symbole de l'adaptabilité et de la vision d'une métropole en constante mutation. Alors, comment ce réseau pourra-t-il encore surprendre et s'améliorer dans le futur? J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, à bientôt pour des prochaines vidéos.